Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la motivation. Et peut-être que vous avez envie de changer des choses dans vos comportements, avoir une alimentation plus saine, faire du sport. Puis il y a ceux qui vont au bout et il y en a beaucoup qui n'iront pas au bout. Eh bien, sachez que le principe de la motivation a été étudié dans des cas difficiles comme la dépendance, par exemple. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du cycle de Prochaska. Deux psychologues éminents, il s'agit de Prochaska et Di Clemente, ont fait des recherches sur un modèle transthéorique de changement de comportement. Et nous allons voir ensemble ce modèle, comment ça se passe, et peut-être que vous allez vous retrouver, ou peut-être que vous allez connaître quelqu'un autour de vous que vous allez retrouver dans ce modèle. 4 choses importantes à retenir vis-à-vis de la motivation à changer et de l'action de changer quelque chose, un comportement. On va voir qu'on a 6 étapes. On va voir qu'il y a des stratégies pour passer d'une étape à l'autre, qui sont les stratégies comportementales ou expérimentales. On va parler de la balance décisionnelle pour trouver la motivation à changer, puisque vous savez qu'on a des bénéfices. Si on ne change pas, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, d'avoir des bénéfices dans la situation actuelle. Le sentiment d'efficacité personnel qui va avoir un impact aussi. La première étape, c'est la pré-contemplation. Je ne vois pas où est le problème. Quelqu'un me dit « ouais, tu as pris du poids, etc. Tu devrais faire du sport, tu vois, tu as du mal à bouger, quand tu marches, tu t'essouffles. » Pour moi, je ne vois pas du tout le problème. Donc je suis devant ma télé à jouer aux jeux vidéo et je ne vois pas du tout le problème. C'est la pré-contemplation. C'est aussi, par exemple, vous avez quelqu'un autour de vous qui consomme beaucoup d'alcool et vous lui dites « écoute, tu consommes beaucoup trop d'alcool, je pense qu'il y a un problème. » Lui, il ne voit pas le problème. Il dit « non, mais moi, je peux m'arrêter quand je veux, je ne suis pas du tout addict, c'est pas un souci, quoi. » La deuxième étape, c'est la contemplation. Je me contemple, je m'auto-observe, je vois bien qu'il y a un problème, mais je ne suis pas du tout prêt à changer. Je ne suis pas prêt à bouger. C'est quand même une étape par laquelle il va falloir passer. C'est-à-dire, je me dis, ok, oui, peut-être que je bois un peu trop, ok, mais j'ai pas envie de changer, je ne suis pas motivée à changer encore. Mais ça processe. La troisième étape, c'est la préparation au changement. La personne, elle va commencer à se dire, ce serait intéressant que je change. Elle va commencer à mettre en route des recherches. Est-ce qu'il y a des salles de sport dans le coin? Est-ce que je pourrais aller dans une association pour marcher? Ou la personne qui est dépendante à l'alcool va commencer à se renseigner. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce que finalement je peux me faire accompagner? Et donc on est dans la phase de préparation. Ensuite, il y a la phase de l'action. Et là, c'est la phase de l'engagement. La personne va vraiment mettre en place des actions pour changer. Elle va aller à la salle de sport, elle va prendre un coach, elle va se faire accompagner, ou alors elle va prendre rendez-vous avec un psychologue, elle va prendre rendez-vous avec un centre d'addictologie pour commencer à mettre en place des changements. Une fois qu'elle a remis en place certains changements, eh bien l'idée c'est de maintenir dans le temps. Si c'est dans le cadre de la dépendance, par exemple, j'ai eu un traitement, je me suis fait aider. Si c'est dans un cadre moins lourd, le besoin de faire du sport, je vais à la salle 1 fois, 2 fois, mais après il s'agit de maintenir le changement. Il s'agit d'y aller régulièrement, d'en faire une habitude. C'est une phase où il y a un risque de rechute si je suis dans le cadre d'une dépendance et aussi un risque de rechute entre parenthèses si j'arrête d'aller au sport à la moindre occasion. Et puis la sixième étape, eh bien c'est fini, c'est terminé, c'est acquis, j'ai changé définitivement. Donc voilà un petit peu les étapes du changement par lesquelles on va passer. Et ce qui est intéressant, c'est de se repérer soi-même, où j'en suis, si j'en suis capable bien sûr, et puis aussi de savoir comment on va accompagner à chaque étape les personnes qui veulent un changement. Qu'est-ce qui fait que je passe de la pré-contemplation à la contemplation? La pré-contemplation, finalement, je ne me rends pas compte qu'il y a un problème. Ce sont les éléments externes qui peuvent me donner l'information. Par exemple, si j'ai un problème de comportement alcoolique ou autre, ou je suis en surpoids, je ne me rends pas vraiment compte. Et plutôt, c'est les éléments extérieurs. Ça peut être un examen médical qui me dit, là, va falloir faire quelque chose. Ça peut être mes proches qui vont me parler, mais je ne les entends pas. Donc là, souvent, comme la personne n'est pas vraiment investie, pour avoir un changement, il va falloir réussir à aller à la contemplation, et parfois effectivement ce sont des éléments externes qui font prendre conscience qu'il va falloir changer quelque chose. Ensuite on arrive à la contemplation. La contemplation, c'est je prends du recul sur moi, je me rends compte qu'il y a un problème. Quand on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on ne bouge pas, là, le coaching par exemple ou certaines thérapies peuvent être intéressantes. Encore faut-il que la personne aille consulter.
ce qui n'est pas gagné. Si c'est vous qui avez un problème, vous avez envie de changer un comportement, ça peut être aussi les éléments extérieurs ou les événements de vie qui se disent là, il y a un problème, je vais essayer de faire quelque chose. Pour passer à la prise de décision, sachez que dans le changement, comme on le voit souvent en PNL, en programmation neurolinguistique, le cerveau, c'est douleur-plaisir. Le cerveau, naturellement, va aller vers plus de plaisir et moins de douleur. Tout dépend où on met le plaisir et où on met la douleur. C'est intéressant de connaître, c'est la balance décisionnelle qu'on utilise en thérapie comportementale et cognitive. Par exemple, si j'accompagne une personne dans un changement, si la personne n'a pas changé, c'est certainement qu'elle a un avantage à rester dans la situation actuelle. Donc en fait, on va faire un tableau à 4 entrées. D'un côté, vous aurez changé. En dessous, vous aurez ne pas changer. En axe vertical, vous aurez les avantages, donc avantage à changer, avantage à ne pas changer. Les inconvénients à changer, inconvénients à ne pas changer. On va étudier tout ça. Et si effectivement il n'y a pas assez d'avantages dans le changement, eh bien la personne ne va pas bouger. La balance décisionnelle va être utile pour motiver le changement. On a d'autres outils en PNL qui peuvent motiver le changement, par exemple le chemin de vie, où on va se projeter dans le temps, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, les conséquences de mon comportement, puisque souvent la personne voit les bénéfices à court terme, mais a du mal à voir les inconvénients à long terme. Ensuite, on parle aussi d'efficacité personnelle. C'est ma croyance en ma capacité d'accomplir une tâche. Parfois, quand on est dans un changement, notamment dans l'addiction, on ne se pense pas capable d'arrêter. Et bien on se rend compte que le sentiment d'efficacité personnelle va se renforcer quand la personne va passer à l'action, et ce sera important dans l'accompagnement de lui faire focaliser son attention sur ce qu'elle a été capable de faire et sur ce qu'elle va pouvoir faire. Et bien dans l'accompagnement, en fonction de la problématique, on a des outils en PNL, en hypnose, en thérapie comportementale, au cas par cas, puisque bien sûr c'est de sur mesure, pour aider la personne à passer d'une étape à l'autre. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de mettre un like tout simplement, de consulter, nous avons énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube, partagez et mettez-moi un commentaire, je vous attends, à bientôt.